مازلتوا قاعدين تتابعوا فينا في ايكو ماج حتى للاربعة متاع العشية كيما كل يوم، لكن الساعة الأولى هي مخصصة كيما قلنا لكم في البداية التروازيام إديسيون دي رونكونتر راش ترانسفورماسيون ديجيتال، الدورة الثالثة للقاءات الموارد البشرية والتحول الرقمي. نحكيو على التحول الرقمي في قلب الإنسانية ولا في قلب التعامل الإنساني داخل المؤسسات. برشا مداخلات اليوم جديد لي نوفيل تكنولوجي تأثيرهم على الناس كيف هذا شنو قاعدين نحكيو. ومن أهم النقاط اللي يمكن برشا فيكم يتسألوا حولها هي التعامل ما بين فرق العمل، كيفاش يتعاملوا كيفاش يتفاهموا خاصة مع مختلف التحولات اللي قاعدة تصير. هذاك علاش حاضر معنا اليوم ضيفنا وضيف الحدث أرنو كوليري CEO du Manava et entrepreneur spécialisé dans la réinvention, le storytelling et le bonheur. Bonjour et bienvenue parmi nous. Merci, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Tout, absolument. Vous avez tout compris. Tout compris. Donc Arnaud, c'est votre 8e visite en Tunisie. Vous connaissez très bien le pays. 8e visite, donc c'est pas... Bon. Je connais pas tout, mais j'adore en tout cas. Ça c'est Super, clair. parfait. La chaleur humaine tunisienne, c'est ce que j'adore et c'est ce qui fait défaut en France. Bah, en parlant de chaleur humaine, justement, on parle de la chaleur existante au sein de l'entreprise, des équipes. C'est votre spécialité, en fait, c'est de créer, de réinventer, si vous voulez, cet esprit-là. C'est au sein des entreprises, d'une manière générale. Comment faire? C'est quoi la clé de succès, en fait, pour que ça puisse réussir? Des gens qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de différences au sein d'une entreprise. Comment le faire? Alors, ce qu'on essaie d'amener, effectivement, c'est le fire, le feu, ce qu'on appelle en chinois le ki, le chi en chinois, le ki en japonais, l'olanda, ce qu'ils appellent les Indiens d'Amérique, la force mentale, ce qu'appelleraient les militaires. C'est ce petit truc qui fait que les gens vont être soudés. Et moi, mon principal outil, c'est presque l'unique outil que j'ai, c'est le storytelling. J'ai eu de la chance d'avoir un passé pendant 10 ans en tant qu'acteur, réalisateur, et puis de m'être baladé dans beaucoup de tribus dans le monde entier en tant que volontaire. Et ce que j'ai appris, ce que j'en ai retenu, ce qui a surtout émergé, c'est le côté storytelling. Storytelling, c'est pas vraiment complètement ce qu'on entend niveau marketing, c'est d'écouter absolument la personne, une écoute complètement généreuse, dédicacée, 500%, pour que la personne en face de toi fasse émerger des choses qu'elle n'a dit peut-être à personne. Et oui, j'amène ce côté très intime dans le monde des entreprises. Donc typiquement, on s'assoit en groupe comme ça, en demi-cercle, et je fais parler les gens, une par une, sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus la personne qu'ils sont. C'est quoi leur virgule, leur point d'intonation? Qu'est-ce qui fait le moment où ils ont compris qu'ils étaient? Pour certains, ça va être, ils étaient sur une montagne avec un grand-père un jour et il lui a tout dit sur les préceptes de la vie. L'autre, c'est la grand-mère qui est devenue fou, un peu folle, un Alzheimer. Elle se dit, ah oui d'accord, j'ai peut-être pas de minutes à perdre et puis il faut que je passe tout mon temps possible avec ma grand-mère. Qu'est-ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui? C'est ce qui me passionne et c'est ce qu'on peut faire émerger à travers le storytelling. Il y a certains qui considèrent que le storytelling est une sorte de manipulation entre guillemets. On essaie de manipuler les gens, on essaie de manipuler les équipes. Est-ce que c'est vrai? Alors, on entend ça que dans le milieu francophone. J'ai eu la chance de bosser dans 42 pays. On me le pose que dans le milieu francophone. Dans le reste du monde, storytelling égale vulnérabilité, égale confiance, égale authenticité. Encore une fois, c'est qu'est-ce qui peut faire émerger la personne. Et vous, il y a aucun besoin ou aucune envie de manipuler la personne. Le truc, encore une fois, c'est créer cette unité. Et ce que j'ai pu remarquer, on a fait à peu près 100 team building dans le monde autour du storytelling, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui émerge quand on fait parler tous les gens autour de la table. Il y a quelque chose qui émane d'eux, quelque chose de presque spirituel qui éclore et qui fait que, ah ouais, on est soudés parce que on est pareil, on est l'effet miroir. Toi aussi, tu as perdu ton père dans un accident de voiture, ou toi aussi, tu t'es posé la question, est-ce que tu devais être sportif ou homme d'affaires? À toi aussi, en fait, tu es passionné par le milieu ingénieur parce que quand tu avais 15 ans, ton oncle... En fait, c'est ça, c'est de retrouver la chose commune entre les personnes. Parce qu'en fait, on se pose généralement la question, pourquoi le faire? Pourquoi raconter son histoire à un collègue ou au sein d'une équipe? Ou c'est quoi l'intérêt? C'est enlever les masques, c'est resserrer les liens avec quelque chose qui n'est pas business, qui n'est pas habituel. Et je leur dis toujours, les gens qui ont un peu peur de ça, je leur dis toujours, vous en faites pas, on ouvre la parenthèse maintenant, c'est une bouffée d'oxygène, et puis on la referme dans 2 heures. C'est bon, on n'a pas besoin d'en reparler. Par contre, tout ce qui s'est dit autour de la table, du demi-cercle, peu importe, j'aime bien asseoir les gens sur des coussins, absolument pas des choses qui rappellent le monde d'entreprise, pas de PowerPoint derrière,
pas de trucs très business, etc. Figé, très rigide. On veut le plus cool possible, si je peux utiliser un mot comme ça. Et ce qui va émerger, encore une fois, c'est que les gens vont se sentir à l'aise, ils vont raconter leur histoire et devenir vulnérables. Ce qui se passe, c'est que c'est de la confiance tout de suite qui s'obtient entre les participants et qui fait que tout d'un coup, ils ont pu apporter ce fardeau qui traînait en eux ou ce truc qu'ils n'avaient toujours pas dit à l'équipe. Il y a encore 3 jours, je faisais ça à Paris, bien sûr, je ne peux pas dire dans quelle équipe je faisais ça en France, avec une entreprise de 40 personnes où ça va mal. On m'appelle, c'est vrai, souvent en tant que pompier, dans le monde francophone, quand ça va mal, alors que dans le monde anglo-saxon, on m'appelle en tant que preventive care. On m'appelle pour que ça continue à marcher. Ça continue. En France, ou dans le milieu francophone, c'est ça va pas, appelons-nous. Et ce qui s'est passé, c'est que l'un des directeurs, écoutez, il faut que je vous raconte une histoire. Moi, si parfois vous me voyez, c'est un des top directeurs que tout le monde a alors. Brillant, les gens, c'était le directeur informatique. Ils peuvent toujours compter sur lui. Il leur a dit, écoutez, il faut que je vous raconte une histoire qui fait que vous comprendrez de temps en temps quand j'ai l'œil peut-être un petit peu triste. Et je ne veux pas en reparler. Donc encore une fois, le storytelling, on en parle en groupe, peut-être une fois tous les 6 mois. On ferme la parenthèse. On n'a pas besoin de jouer le psy, le thérapeute et revenir et de ressasser l'histoire. Lui, il a raconté cette histoire fabuleuse. C'est pas évident pour un leader d'une entreprise ou un manager. C'est pas du tout évident. Une fois que c'est bien amené, ils le comprennent. C'est une fois, on n'en reparle plus. Lui, par exemple, son histoire, c'est « il faut que je vous parle ». Moi, il y a 8 ans, je devais me marier avec une femme. J'étais très amoureux, tout se passait bien, sauf qu'elle est tombée dans une secte. Et j'ai tout essayé avec les avocates. Impossible à sortir et complètement manipulé. Une véritable secte en France qui existe. Bon, il y en a dans le monde entier. Et il dit, il faut que vous compreniez, c'est tout. Je ne vais pas en expliquer plus, mais au moins vous le savez. Et tous les gens, un effet de soulagement. Et puis surtout lui, il se sentait bien. Et puis après, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a raconté des trucs très intimes, le rire, parce que moi je passe de la profondeur au rire. J'ai passé 4 ans en tant que stand-up comique à Los Angeles, tous les soirs à faire rire. Et mon truc c'est, une fois que tout d'un coup il y a quelque chose de profond qui est sorti des gens, on peut revenir au rire, et tout d'un coup on n'a plus personne à quoi que ce soit sur vous. Et surtout vous-même par rapport à vous, vous n'avez plus rien qui vous empêche d'être vous-même à 100%. Parce que le but bien sûr, c'est d'être authentique le plus souvent possible. Même si de temps en temps, dans des conversations difficiles ou des endroits difficiles, il faut avoir son masque de... je sais pas quoi, homme d'affaires, employé, top employé du mois, etc. En parlant de masque, en fait, c'est quoi la différence entre, encore une fois, au sein de l'entreprise, au sein d'une équipe, en cherchant l'intérêt, l'objectif derrière tout ça, c'est quoi la différence entre raconter son histoire et la réécrire après, peut-être? Ah ben, pour moi, c'est 2 choses différentes. Les 2 sont importants. Un, raconter son histoire. Donc, comme vous m'avez présenté au début, c'est je fais d'un côté tout ce qui est cohésion d'équipe via le storytelling. Et quand je fais pas ça, je travaille sur la réinvention de leader ou d'équipe. Quand on parle de réinvention, donc on fait une photographie mentale de ce qui s'est passé. Quelle est ton histoire là, maintenant? Au point, là on en est où? Et puis après, on passe effectivement peut-être à la phase de réécriture, de reframing, pour le refaire d'une façon positive qui parle de ces 2 choses différentes sur lesquelles on peut ou ne pas travailler. Les 2 choses n'ont pas besoin d'être ensemble toujours. C'est pas dans la continuité en parlant de cohésion, dans la continuité de rééquilibrer l'équipe, Moi, je réécris jamais l'histoire de chacun. D'accord. Sauf lorsqu'on ne cherche pas à réécrire leurs histoires. On ne réécrit pas. Juste, on raconte notre histoire. Voici ce qui s'est passé. Je travaillais avec Decathlon cette année, par exemple. Je travaille 8 fois avec eux parce que parfois je reviens une fois, parfois je reviens 8 fois dans l'année, toutes les 6 semaines. Où j'ai travaillé avec le GIZ en Tunisie, passionnant. Je suis venu 4 fois en physique. Désolé, je suis un petit peu long, mais ça me passionne, comme tu vois. C'est un peu quelque chose que j'ai choisi par vocation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a sorti ce qui comptait, c'est dit, on n'a pas besoin d'y revenir. Si vous voulez reframe l'histoire, vous avez tout à fait le droit. C'est un autre atelier. C'est un exercice de réinvention. On n'a pas tous besoin de se réinventer ou de réécrire l'histoire. Est-ce qu'on peut parler de bonheur au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe? Alors, donc, j'ai commencé par le bonheur d'abord. C'était ma passion. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être dans ce flow d'humeur positive, que tout va bien? Donc ça m'a passionné. J'ai écrit mon premier bouquin, Mr. Happiness, chez Larousse, là-dessus en 2018. J'ai fait toutes les conférences de bonheur dans le monde où j'ai parlé activement. Il y a ceux qui disent qu'on n'est pas là, on n'est pas au travail pour être heureux. Alors, et ce qui se passe, c'est que, vous savez quoi? Moi, je parle toujours des mêmes choses en cohésion d'équipe, storytelling. J'appelais mes team building il y a 6 ans bonheur, bien-être. Je les appelle maintenant performance. Parce que c'est la même chose que je fais.
Être performant, Être performant pour moi. c'est être heureux aussi. Pour moi, alors. On peut l'être, mais on n'est Ouais, pas. le bonheur, je décortique. D'accord. Donc, qu'est-ce que le bonheur? On peut pas répondre en large et en travers. Mhm. Mais pour moi, le bonheur, il y a l'état de flow, il y a l'état de performance, il y a l'état d'être aligné avec ce que tu es. Mhm. Donc on le décortique. Et donc ce que j'ai trouvé, c'est que pour être performant, il faut déjà être bien en soi. Si tu veux être performant dans le long terme, hein, Mhm. parce que les gens qui se crament et qui sont performants pendant 3-5 ans, tu en connais, j'en connais, on en connaît tous. Exactement. Tu peux être performant et être un salaud, entre guillemets, etc. Mais si tu veux être performant à long terme, on revient à soi, on revient à l'alignement, on revient à qui tu es, on revient à tes valeurs centrales, etc. Pour clore, en fait, Oui. parce qu'on a dépassé de Désolé, 3 ou 5 minutes, je crois, le temps dédié, mais quand même, je vais finir sur ce point-là. Tout ça, Oui. est-ce qu'on peut le faire à distance en parlant de Oui. transformation digitale, de home-based? En fait, Oui. on travaille à distance Oui. actuellement. Alors, je parle de très très loin pour te répondre à ces questions. Jusqu'au Covid, en gros, je ne voulais pas travailler du tout en ligne. Je ne voulais faire aucun. Donc, j'allais au bout du monde. J'allais au Pakistan, j'allais en Équateur, n'importe où, Mais- juste en présentiel. Et puis, le Covid est arrivé. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. 4 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a monté une école de leadership en ligne. On a monté notre première cohorte, ça. Après 3 ans, on a filmé les meilleurs. On a des Est-ce vidéos que c'est préhensibles. efficace? C'est efficace aussi, ça marche. C'est efficace aussi, ça marche. En fait, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris peut-être 3 ans. Parce que généralement, on remet ça en question. Hein. Oui, C'est bien pour sûr, ça m'a pris moi 3 ans à comprendre, à recréer cette énergie. En fait, ça me demande beaucoup plus moi d'énergie que de le faire en physique. Beaucoup plus. Quand j'ai 20 personnes en visio et je dois créer une unité, ouah, difficile, mais c'est possible. Par contre, épuisant. Épuisant du côté du coach facilitateur, mais c'est possible. Notre école de leadership, on fait ça sur 3 mois, 20 heures de préenregistré et 6 cours, 6 coaching de groupe à distance. Donc c'est possible, ça demande beaucoup plus de temps, d'investissement, que ce soit le coach facilitateur ou vous en face qui nous écoutez. Arnaud Collery, Oui. merci pour votre Merci. présence. Donc, Merci pour ton écoute. Merci pour toutes les informations que vous nous avez fournies. CEO du Manava et entrepreneur spécialisé dans la réinvention, le storytelling et le bonheur. نحن مازلنا مكملين معكم، اقعدوا معنا راجعين بعد شويه نفكروكم اللي قاعدين نحكيو على الحدث اللي هو la 3e édition des rencontres RH et transformation digitale.